Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Mon nom est Véronica Marquez et depuis quelques mois, en fait, on prend le temps à chaque mois de se rencontrer pour parler des grands changements que les entreprises vivent aujourd'hui où tout ce qui se passe va à la vitesse grand V. La technologie, les offres de produits et les services, les demandes des clients et des consommateurs, tout va très, 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 très vite. Et comme équipe d'organisation, comme équipe de gestionnaire, on se doit de s'ajuster, d'être plus agile, d'avoir des processus qui, à la fois, sont standardisés, amènent de la productivité, de la performance, mais aussi de la flexibilité. Donc, vous voyez que nos enjeux deviennent de plus en plus complexes. Donc, dans le cadre des rendez-vous de l'excellence, l'objectif est de vous présenter notre vision de comment l'excellence doit s'ajuster pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui dans les organisations. Aujourd'hui, je suis en fait très contente d'accueillir Jean-François Nantel. Salut Jean-François. Bonjour Véronica. Jean-François est un ingénieur qui est devenu consultant et professeur. Il exerce un peu partout au monde, en fait au Québec, en Europe et en Afrique. Et ses sujets de concentration sont la gestion de projet, l'agilité, l'accompagnement dans le changement et l'innovation. En plus, Jean-François et moi, on a appris le métier de baladeur, de balado, je ne sais pas trop comment Ouais, un l'appeler, euh, balado-diffuseur, ouais. de balado-diffuseur exactement ensemble. Et donc, pour moi, c'est un retour aux sources aujourd'hui. En fait, Jean-François, je suis ravie que tu fasses l'exercice avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ouais, ça me fait super plaisir, Véronica. Je suis très touché de ton invitation et je suis très, très content d'essayer ça en live. C'est encore une fois, c'est le retour de vieux réflexes d'animateur radio à la, à la radio étudiante, au cégep, Oh, à l'université. OK, on revient un petit peu plus loin que je pensais. Ah ouais, on revient très loin, oui. Alors, pour les gens qui se joignent à nous sur LinkedIn, évidemment, c'est un médium qui nous permet, nous, de vous partager des commentaires, mais on ne vous voit pas. Alors, je vous invite à utiliser le chat comme René vient de faire. Salut René, merci d'être là avec nous. Alors, je vous invite à utiliser le chat pour nous envoyer vos messages, vous envoyer nos questions et on va tenter de répondre à tout ça au fur et à mesure qu'on embarque dans la discussion. Alors, merci d'être là, même si vous pouvez nous marquer de quel endroit vous vous connectez pour qu'on ait une idée, est-ce que les gens sont tous à Montréal ou on a des gens un peu partout? Ah, Toi, d'ailleurs, Jean-François, tu n'es pas à Montréal. non, je suis à Paris en ce moment. Ma base est parisienne depuis plus de 23 ans maintenant. Même si, je garde des attaches fortes avec Montréal, avec Éric que tu connais bien, bien sûr, avec toi, avec d'autres, mais mes clients et mes attaches sont définitivement ici en France maintenant, et plutôt en région parisienne, ouais. Ben super. Alors, on commence. Jean-François, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'agilité? Alors, je pense que c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on arrive à l'agilité? Heu, Sans faire non plus toute l'histoire de ma carrière, mais j'ai appris le management de projet auprès de quelques praticiens extraordinaires chez ce qui s'appelait autrefois Canadair, hein. Aujourd'hui, ça s'appelle ce qui en reste s'appelle Bombardier Aéronautique, mais bon, grosso modo, on est revenu un peu aux sources, avec eux. Mais grosso modo, Ghislain Bourque, André Bray, des gens extraordinaires, qui ont, et j'en oublie, hein, je veux pas oublier personne non plus là, mais ce sont des gens extraordinaires qui m'ont appris ça. Donc comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de praticiens de management de projet, j'ai appris sur le tas. Donc ça veut dire quoi sur le tas? Ça veut dire, bien moi j'ai appris sur le tas de l'industrie manufacturière aéronautique. C'est pas n'importe quel «tas» entre guillemets, hein. Non, C'est oui. pas c'est pas le tas, du bon, je reviendrai pas sur qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'aéronautique ni quoi que ce soit, mais je me suis aperçu que j'étais meilleur avec les gens qu'avec les chiffres et les dessins. Donc, comme ingénieur, je me suis aperçu assez rapidement que, écoute, ceux qui sont autour de moi, c'est eux qui vont avoir les promotions, c'est eux qui vont avancer, c'est eux qui vont vraiment progresser dans cette entreprise-là. Moi, je suis pas assez bon, j'ai pas cette vision qu'ils ont de tous les éléments, tout ça. Mais je suis quelqu'un qui peut-être, heu, avait une prédisposition à justement cette vision transverse. Dès le début, je dis: «Attends, si on parle pas aux clients, si on parle pas à tel autre département, si on parle pas à tel autre département, ce que je vais Non. faire, ça mène nulle part. C'est pas Ouais. bon». Bon, en plus de ça, je suis curieux, donc tu vois tout de suite le portrait. «Ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu fais ça?» et cetera, et cetera. J'ai cette curiosité-là. En quelque part, cette curiosité-là, c'est un défaut si tu es ingénieur spécialisé.
c'est bon, pas un défaut, mais ça va t'éloigner de ce que tu fais et là où tu devrais passer le plus clair de ton temps, donc ton champ d'expertise qui est assez étroit. Mais c'est une force si tu as à prendre des décisions pour faire avancer un projet dans une direction donnée. Ouais. Donc, j'ai appris ça, et gestion de projet, gestion de programme, les clients, le service client, enfin, tout un ensemble de choses pour améliorer la prise de décision dans des environnements, je vais dire, techniquement complexes. Ouais. Ça, c'est dans fin des années 80, début des années 90, donc ça fait très longtemps. Le monde n'était pas le même dans ce temps-là. Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits depuis ce temps-là et qui Quelques-uns, ont oui. qui ont transformé notre environnement. Ah ouais, non, mais à cette époque-là, écoute, on écrivait encore nos lettres manuscrites, c'est la secrétaire qui les tapait. Enfin, il n'y avait pas de PC sur les tables, il y avait juste un téléphone pour 4 personnes. Enfin, c'est, Ah non, d'autres conditions de travail. oui, C'est la vitesse complètement était différent. beaucoup plus, tranquille aussi, là. Les évolutions, les changements se passaient beaucoup plus tranquillement qu'aujourd'hui. Exact, il y avait pas d'appel conférence, c'était encore one on one, enfin, c'est toute une autre histoire. Donc j'ai appris ça là-bas et je pense que ça a été une de mes belles qualités, une de mes belles forces qui a fait que j'ai été un bon chef de projet, chef de programme. Dans cet environnement-là, j'ai développé une certaine notoriété aussi dans l'organisation qui m'a permis d'avoir, moi je dirais beaucoup de succès dans l'organisation à ce moment-là. Donc, j'apprends ça. Ensuite, je quitte le monde de l'aéronautique pour aller voir d'autres choses et je reste, entre guillemets, «chef de projet» dans l'âme, hein, et surtout, valorisant la pensée transversale. Donc la pensée à travers la chaîne de valeur et à un moment donné, tu t'aperçois que tes méthodes, tes approches sont, un peu limitées. Elles donnent pas tous les résultats qu'on cherche et ça m'a interpellé. Donc, ça m'a interpellé et puis c'est quand j'ai découvert justement l'agilité. L'agilité a mis des mots et des concepts aux bons endroits pour moi et ça a, entre guillemets, «couvert» ma panoplie d'outils, de toolbox, Ouais. de manager de projet. Donc c'est vraiment, vraiment ça. Donc quelques merci à Learning Tree International avec qui j'ai fait cette formation sur l'agilité il y a une quinzaine d'années maintenant. Ça a été une révélation, mais ça a été une révélation difficile pour moi, mais c'est vraiment une révélation, une transformation. J'ai été transformé par ce cours-là, un cours de 3 jours, sur l'agilité. Un gros merci aussi à Agile Montréal, Agile Tour, Agile Montréal, qui moi, je suis allé à presque toutes les éditions, à Montréal, en novembre. La plupart du temps, c'est en novembre, sauf bien entendu, ça s'est arrêté avec la COVID, là. Ça a repris après, mais c'est pas je sais pas, la COVID a mis un hiatus à bien des choses qui sont, donc merci à Agile Montréal, leur dynamisme, leur implication, leurs conférences mensuelles à la Maison Notman. J'y allais régulièrement quand je suis à Montréal ou quand j'étais à Montréal. Et puis la dernière chose, c'est que l'agilité, les approches agiles, c'est des approches de management, des approches pour faire des choses qui correspondent à mes valeurs, qui, me touchent particulièrement, hein. Donc si je trouve la transversalité importante, ça veut dire que je pense que quand on prend des décisions importantes, je pense que tout le monde dans la chaîne de valeur et tout commence avec et se termine avec le client, grosso modo, hein. C'est les 2 Ouais. ancres de la chaîne de valeur. C'est eux qui expriment la demande, c'est eux qui «créent la demande» entre guillemets, qui la concrétisent à la fin. Donc eux aussi ont leur mot à dire dans ces choses-là et ça m'a amené à beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qui m'a amené à l'agilité? Faire une histoire courte, c'est un peu ça, c'est une longue histoire, un cheminement de carrière et un cheminement entre guillemets «de valeur» aussi. Mais justement, si on prend un petit pas de recul pour, mettre les fondations et travailler avec nos définitions opérationnelles, c'est quoi l'agilité? Ah! Alors là, c'est encore là, Cours, cours cours, Jean-François. cours, ben ouais, mais on a 1 heure à faire, mais si je parle 30 secondes à chaque fois, ça va être fini assez vite. Non, non. Je suis un placoteux aussi quand on me pose des questions comme ça, je suis un placoteux, mais j'aime m'étendre là-dessus. Mais donc, c'est quoi l'agilité? Premièrement, c'est une approche de management de projet itérative et incrémentale centrée sur l'usager. OK? Donc, en partant, c'est une façon de faire des projets en limitant la partie prévisionnelle à sa plus courte possibilité. Donc, en agilité, il y a différentes écoles d'agilité. Je ne les nommerai pas toutes ici, il y en a énormément. Il y en a qui vont d'1 journée jusqu'à, entre guillemets, Scrum, qui est la plus connue, qui dit
3 à 6 semaines de travail par incrément. Donc, autrement dit, c'est à l'intérieur de cet incrément-là, là, oui, on va avoir recours à des outils de management de projet, entre guillemets, plus prévisionnels pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais reste que l'agilité, c'est fondamentalement quelque chose où on demande à l'usager de nous dire dans ses propres mots ce qu'il ou elle veut, ce dont il ou elle a besoin pour faire certaines choses, pour résoudre tel problème, ainsi de suite. Et c'est à l'équipe agile de transcrire ça en langage que je dirais métier. Oui. Si c'est de l'informatique, c'est dans je ne veux pas un langage informatique, mais c'est la langue des informaticiens, hein, donc les les mots et les verbes et les expressions qu'ils et elles utilisent. Donc la transcription du besoin en langage métier se fait par l'équipe agile. C'est sa responsabilité. Et donc ça, c'est très important de garder le client lui dit dans ses mots, dans son métier, dans son besoin, qu'est-ce que lui ou elle a besoin et c'est au rôle des professionnels de transcrire ça en langage du métier qui concerne le livrable. Donc vous êtes en quelque sorte, vous êtes un peu des traducteurs entre le langage du client puis le langage du métier à l'interne qui doit livrer le résultat au client. Excellente remarque. Donc, il y a cette part-là de l'approche dans l'agilité où on doit traduire cette expression-là dans le langage, on peut appeler ça vernaculaire, appelons-le le langage métier du client ou de l'utilisateur ou de l'usager. Si on a le temps, je ferai la distinction entre utilisateur et usager, mais grosso modo, c'est ça qui arrive. Donc, autrement dit, moi, quand tu regardes ton téléphone, moi, mon téléphone, je veux pouvoir faire ceci, je veux pouvoir faire cela, je veux pouvoir faire ça, je veux pouvoir faire ça. Ensuite, charge à l'équipe agile de traduire ça. Dans l'équipe agile, ben, il y a différents personnages. Un des personnages importants dans cet aspect de traduction, c'est le rôle de product owner en Scrum. C'est vraiment celui ou celle qui est au contact avec le client, qui fait l'interface entre le client et l'équipe agile qui doit produire le livrable. Donc, la traduction, c'est peut-être un peu son ou sa responsabilité, mais même si c'est la responsabilité de l'équipe, mais c'est sa spécialité. Donc, et quand j'étais dans une conférence il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, on a un nouveau métier qui s'appelle Bridger, créateur de ponts entre. OK. Eh bien, tiens, voilà, hein, un product owner, c'est une forme de bridger, hein. The C'est Bridger. quelqu'un qui fait le pont entre ce que le client dit et qui donne comme feedback au quotidien ou périodiquement à l'équipe de développement du produit ou du service, peu importe. Et c'est lui ou elle qui fait cette traduction-là ou qui aide à cette traduction-là. Après ça, heu c'est une façon de réduire de beaucoup les risques dans un environnement qui est fortement incertain. On l'a vu, l'incertitude aujourd'hui, c'est quelque chose qui va croissant dans notre monde. On ne sait pas ce qui va marcher demain, on sait ce qui a marché hier, mais quand on élabore des scénarios, c'est pas toujours simple. Donc, c'est une façon de dire: «Écoute, je vais amener ça et on va par rapport à ce qu'ils nous disent et non pas par rapport à ce qu'un spécialiste ou un expert ou une experte, bien sûr, peut nous dire». Donc, on réduit la dépendance à une, 2, 3 experts, expertes pour rentrer dans le monde de j'ai 1000, 2000 et le numérique me permet d'avoir Ouais. tellement de use cases, d'accès à tellement de cas d'usage, de cas d'expression de ces besoins-là que ça devient très, très riche et on va pouvoir utiliser ces données-là, entre guillemets, de mieux en mieux pour, encore une fois, s'améliorer continuellement, hein. Donc tu me Oui. vois venir avec mes gros sabots là, hein. Ouais, ouais, mais je Donc je porte les mêmes grands sabots, fait que ça va. ah bah, OK, bon, on y viendra avec ces sabots-là et puis c'est une façon la dernière chose, c'est quoi l'agilité? C'est une façon d'accroître la partie ou de favoriser la participation ou l'implication de différentes parties prenantes à un projet. Pourquoi? Parce que justement, on va leur demander: «De quoi tu as besoin toi?» Et on va, donc quand on va parler de la participation, donc oui, on va leur demander ce qu'ils veulent et on va leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent, enfin, cette notion-là de participation qui a sa propre graduation aussi. On ne passe pas de zéro participation à 100 participatif du jour au lendemain, ni est-ce souhaitable ni nécessaire.
mais bon, je ne veux pas aller dans cette direction-là tout de suite. Mais quand on parle d'implication, c'est une façon de valoriser l'expertise qui de chacun. est dans tout un chacun. Hein, quand tu m'as fait lire, tu m'as fait lire, je me suis renseigné un peu sur l'industrie 5.0 et sur cette question-là, justement, d'implication, de gestion de connaissances, on y viendra tout à l'heure si on a un peu de temps. Et l'agilité est une façon extraordinaire de se dire: «OK, moi, je ne sais pas tout, mais je pense qu'ensemble, on peut arriver à ça avec» les Français appellent ça l'intelligence collective. Je ne sais pas si au Québec, l'expression intelligence collective est rentrée dans le vocabulaire professionnel des entreprises, des organisations, mais ici, c'est très, très présent. C'est quelque chose qui est demandé aussi. Les nouvelles générations le demandent aussi Mmh. avec beaucoup d'intérêt. Et puis, on pourra éventuellement parler de l'importance et des limites aussi de l'intelligence collective. Elle a, ça aussi, ça a des limites. Tout à fait, mais j'aimerais ça que tu reviennes sur un point où ce que tu as dit, on va en reparler si on a le temps, mais je pense que c'est un point qui est important. C'est quoi la différence entre l'usager et l'utilisateur? Alors, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Tu sais que dans nos podcasts, on fait des rencontres extraordinaires. Et ça nous force aussi à aller vers des gens avec qui, a priori, je n'aurais pas nécessairement eu Mmh. besoin ou envie de parler, mais ça aiguise ma curiosité, donc ce QFD, hein, à la fin. Et donc, Benoît Leblanc, il me dit, il dit: «Regarde, là, il y a une différence entre un usager et un utilisateur. Par exemple, tu es un usager, tu es une usagère», enfin bon, gardons le masculin pour l'instant. Je Ouais, suis oui. un usager d'Air Canada. Donc, je prends l'avion pour faire Paris-Montréal, donc je suis un usager du transport aérien. Air Canada est un utilisateur de la technologie produite par Airbus, Boeing et les autres, et autrefois Bombardier, et les autres fabricants de donc la différence, c'est moi, je suis un usager, donc j'embarque dans l'avion, je suis pas, je comprends pas nécessairement, moi, comme ingénieur aéronautique de base, je comprends peut-être un peu mieux que le passager lambda, mais à la base, moi, je m'assois là, j'espère arriver 6 heures après à ma destination en sécurité, et cetera, et cetera. Air Canada, eux, les employés d'Air Canada sont des utilisateurs de cette technologie-là. Donc, ils ont a priori une connaissance un peu supérieure à la moyenne des personnes de ces produits que nous utilisons tous, en quelque part. Hein. On est des usagers des avions, mais c'est Air Canada, American Airlines, en fait, Air France, Lufthansa, qui sont des utilisateurs. Donc, il y a une petite différence entre l'usager et l'utilisateur qui est importante à prendre en compte quand on a des projets de produits complexes. On Oui. s'en est aperçu aujourd'hui. Maintenant, il y a plus une compagnie aéronautique aujourd'hui qui ne fait pas un design d'avion sans faire appel à des usagers, au moins des usagers. J'ai quitté le milieu depuis trop longtemps pour savoir s'ils font appel à des utilisateurs, pardon, des utilisateurs, s'ils font appel à des usagers, mais ils vont faire appel à des compagnies aériennes, 2 ou 3 compagnies Ouais. aériennes, la plupart du temps des launch customers. Venez nous aider à construire le produit qui colle le mieux à vos, entre guillemets, à vos besoins et aux besoins de vos clients. Voilà, donc quand on est en B2B, il y a toujours cette étape-là. Où est-ce que je tire la ligne? Où est-ce que j'embarque le client final? Ça, c'est des questions qui s'évaluent au cas par cas. Mais grosso modo, quand on parle d'agilité, c'est un peu tout ça. Puis finalement, c'est une façon de trouver une ou des solutions à un problème qui n'en a pas d'évidente à ce stade-là. Donc, par exemple, comment réduire notre empreinte carbone comme organisation, comme université, comme gouvernement, comme il n'y en a pas une seule façon de Non, faire non, ça. Donc, il va falloir l'épuiser dans le collectif, dans la sagesse ou dans l'intelligence collective pour arriver à avancer dans ces problèmes-là. La bonne vieille méthode top-down, attendre une expression de besoin pour lancer le projet dans ces projets-là. Ben, tu peux ça marche attendre plus. longtemps. Oui, ben, ça va fonctionner, mais ça va toujours te donner une réponse partielle. C'est long, il y a de la résistance, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Mais en fait, moi, je dis que ça ne marchera plus parce que notre besoin d'évolution est tellement rapide maintenant que si on attend que quelqu'un le soulève, il est peut-être déjà trop tard. On Oui. aurait dû voir certains symptômes auparavant pour être capable de commencer à adresser plus rapidement la situation
parce que c'est ça, la flexibilité, l'agilité, c'est aussi pour nous permettre de pivoter rapidement des situations, Oui, pour rester concurrentiel, pour rester au-dessus de la mêlée, puis continuer à offrir qu'est-ce qu'on offre à nos clients. Donc, si on attend que quelqu'un nous amène toujours le problème, il faut se doter de moyens d'identifier plus rapidement ce qui peut arriver, ce qui n'est pas simple, mais ça fait partie de la résilience aussi. Ça fait partie d'avoir des méthodes d'alarme, d'alerte qui nous disent, oh, il y a peut-être un risque ici pour pouvoir agir et revenir plus rapidement à la normale. tout à fait et par exemple, toute proposition de valeur, elle vieillit. Donc elle devient tranquillement désuète, hein. Je vais donner un exemple un peu grotesque. Le Ketchup Heinz, sa proposition de valeur, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de devenir désuète. La proposition de valeur du premier iPhone, fini, tu vois? C'est déjà donc chaque secteur, chaque domaine, chaque industrie, chaque secteur d'activité, à l'intérieur de ça, il y a des durées de vie ou moi j'appelle ça des demi-vies différentes de nos propositions de valeur. Donc on doit pouvoir réagir avec mais même à ça, sur des projets complexes où, si c'est pas encore le cas, vos clients vont vous demander dans ta supply chain: «Hey, peux-tu nous dire c'est quoi l'empreinte carbone du produit ou du service que tu nous vends?» Tu vas répondre: hein? Hein?» Mais Ouais, non, mais ça s'en vient et il va falloir le faire, ouais, puis en c'est fait, pas vous, simple. non, puis vous, en Europe, vous êtes un peu plus avancés que nous là-dessus. Dans le fait, les entreprises en Europe, vous devez déjà produire des rapports à chaque année qui parlent de votre empreinte carbone. Au Canada, c'est pas encore un requis, mais je pense que ça va s'en venir. Oui, ça s'en vient. Forcément, on va embarquer avec le reste de la planète là-dessus, fait que je pense que ça va s'en venir, mais effectivement, c'est pas des questions qui sont simples. Si on revient à l'agilité dans la forme que tu nous l'as décrit, puis selon ton expertise, qu'est-ce que tu vois qui est le besoin au niveau des organisations aujourd'hui? Bon, ben, justement, les besoins sont aux prises avec cet environnement qui devient de plus en plus moi, j'utilise le terme VICA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. On peut utiliser d'autres choses. Il y a des gens qui disent: «Non, non, la lettre importante là-dedans, c'est le C, la complexité». Moi, j'aime bien cette question-là d'incertitude quand tu élabores des scénarios. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ça? Je viens de l'analyse de risque, on ne peut Ouais, pas chasser, c'est difficile de chasser mon métier initial de ma façon de voir les choses. Donc il y a de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, hein, de plus en plus de complexité. ouais, Et ceux qui sont en cybersécurité le savent, c'est eux, enfin, c'est une job qui est très difficile. Remarquez la vitesse à laquelle l'identification à 2 facteurs s'est mise en place, a été acceptée par la population en général. Ça m'impressionne. Je trouve ouais, ça impressionnant. Bon, c'est dans ton intérêt de le faire, fais-le, mais c'est relativement accepté. Tout le monde s'est organisé. Encore une fois, on voit bien qu'il y en a qui le font mieux que d'autres. Il y a des prestataires de services qui le font mieux que d'autres. Donc, grosso modo, les entreprises sont confrontées à un environnement qui se transforme et eh bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bien, les bonnes vieilles méthodes, ben, dans un environnement qui se transforme, peuvent ou ne peuvent pas être adaptées à cette nouvelle réalité. Donc, dans un environnement de volatilité accroissante, d'incertitude et de complexité croissante, les bonnes vieilles méthodes top-down où on se fie sur une personne pour prendre les décisions, et puis les autres vont juste faire ce que cette personne-là, personne morale, comité, appelle-le comme tu veux, a décidé. Compliqué. Tes chances de passer à côté de la plaque, tes chances de devenir un Kodak sont très fortes. Kodak, c'est le cas ouais, typique. parfait. Par ça, je me suis replongé dans le cas Kodak à la demande d'un client récemment. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque Ouais, ensemble. C'est un fiasco, mais c'est un excellent exemple de choses à ne pas faire. Ne sois pas Kodak, hein, grosso effectivement. modo. Mettez ça là, imprime ça sur un bout de papier, mets ça sur ton bureau, mets ça au milieu de ta salle de conférence. Ne soyons pas Kodak, OK? Oui, Non, mais sérieux, pourquoi? tout à Parce que fait. j'y crois pas, ça arrivera pas. OK, mais si tu as réussi à convaincre tout le comité de direction, puis ça arrive, excuse-moi, tu as l'air fou. Hem et Jean-François, avant que donc tu continues, je veux juste répondre à une question de René. VICA, ça veut dire volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté.
Donc, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Si vous l'avez entendu en anglais, ces termes-là, pendant la pandémie, on parlait de VUCA, V-U-C-A pour uncertainty. Les Oui, autres mots, c'est la même chose. exact. On en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant la pandémie. On pensait qu'après la pandémie, on reviendrait plus à, je vais dire, une normalité, entre guillemets, mais on s'aperçoit rapidement que ce monde VICA-là va demeurer présent avec nous, peut-être à différents degrés, mais il reste là. Ouais. Il ne part pas. Donc, pour vous convaincre, hein, quand tu me dis quels sont les besoins des organisations, les organisations ont leurs recettes et elles ont eu du succès jusque-là, hein, et tout va bien, hein. Si elles sont là, c'est parce qu'elles sont bonnes, hein. Elles ont trouvé ce bon équilibre entre, toutes les fonctions pour produire quelque chose qui donne de la valeur, à leurs clients. Restons dans le secteur privé. Alors, le secteur public, on pourrait avoir une discussion, mais ce serait comme un peu séparé, un peu différent. Ouais. Donc, et les méthodes de management, bien, elles ont tendance à s'additionner. Moi, je le vois un peu, je le vois comme ça. C'est comme ça que je veux passer le message. In the beginning, hein, autrefois, avant la révolution industrielle, disons celle qu'on a connue au 19e, début du 20e siècle, avant ça, c'était quoi la façon de s'organiser pour travailler? C'était une forme d'organisation artisanale, hein, grosso modo, ou des très petites ou des petites entreprises qui s'adressaient à un marché local. Mais la plupart du temps, c'était les tailleurs de pierre de Notre-Dame de Paris. C'est des guildes, mais chacun, entre guillemets, chacun pour soi, puis on transmet la connaissance de père en fils, entre guillemets, de praticien en praticien, sans nécessairement avoir de traces écrites. On n'a pas de traces écrites de comment se construisent ces monuments qu'on voit ici en Europe, qu'on peut voir au Moyen-Orient, qu'on peut voir en Égypte. Il y a aucune trace, ni sur l'aspect métier, ni sur l'aspect managérial. Comment Ouais, est-ce tout à qu'on fait. était organisé? Moi, je persiste à dire, construire les pyramides en Égypte, ça nécessite un très haut degré de sophistication organisationnelle, Ouais. répartition des rôles, responsabilités, tout ça. On n'a pas de trace de ça. Grosso modo, donc, si on a un paquet de petites entreprises la plus grosse organisation, hein, au Moyen Âge, dans l'Antiquité, c'est quoi? C'est l'armée ou c'est l'Église catholique ou les églises, hein. L'Église catholique, je trouve que c'est encore, heu, comme modèle d'organisation, une organisation qui dure depuis plus de presque 2000 ans avec 3 niveaux, hein, grosso modo. C'est quand même quelque chose d'assez en termes organisationnels, c'est assez intéressant à Puis regarder. puis en plus, tu sais, tu parles de l'Église catholique, mais c'est une organisation mondiale Oui, avant même l'ère de la globalisation. Donc, ils ont réussi à avoir, puis j'y avais jamais pensé de cette manière-là, mais ils ont quand même réussi à avoir des pieds à terre dans différentes régions de la planète, avoir une centralisation au niveau de la gestion, avant même exact, la technologie, avant même la globalisation qu'on parle depuis exact, dans les années 80. Fait que c'est quand exact. même, je Ah! l'avais jamais vu comme ça, mais merci. Tu peux voir l'Église protestante comme toute une série de spin-off, tu vois? Ouais, De aussi. start-up ou de spin-off, mais qui tournent autour, mais ça reste bon, je veux pas faire pousser trop loin cette analogie-là, mais montrer qu'avec une organisation relativement simple et relativement flat, mais centralisée, on peut arriver à faire quelque chose qui perdure dans le temps, là, je parle pas de la proposition de valeur, je parle juste de Alors, l'organisation. Donc, oui. cette question-là d'approche, donc avec la révolution industrielle, il y a des gens qui ont dit: «Hey, je pourrais en produire beaucoup plus de ça. Il y a une demande pour ça, je peux en produire beaucoup plus de ça. J'ai des sources d'énergie». Enfin, je ne ferai pas l'histoire de la révolution industrielle, mais on a trouvé des façons de s'organiser pour produire en série. Hein, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, hey, wow, on produit des téléphones, produisent des automobiles, des avions en série. Chaque industrie s'est adaptée. Mais on appelle ça le taylorisme, on parle ça l'organisation scientifique du travail, et cetera. Donc, ça, c'est 2 façons de travailler qui coexistent encore aujourd'hui et coexistent très bien. Maintenant, on commence à s'apercevoir que et je ne suis pas le premier, hein, alors là, je ne suis pas le premier. Je pense que le premier à s'en être aperçu, c'est Deming qui s'en est aperçu. Je pense que c'est lui le révolutionnaire qui amène cette nouvelle façon de s'organiser pour résoudre des problèmes dans ces environnements-là qui sont de plus en plus, effectivement. Alors là, maintenant, ben, tu rajoutes le numérique dans l'équation. Il faut toujours produire des voitures, mais maintenant, on a des outils numériques, on a des attentes qui ont bougé. Donc, les entreprises sont confrontées à ça
et des exigences de réglementation croissantes. On ne peut plus faire travailler des gens de moins de 16 ans, child labor. Enfin, il y a tout un ensemble de Ouais, choses un peu partout. Même si tu regardes maintenant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, enfin, il y a, la réglementation empêche de faire des choses ou augmente la structure de coût pour produire certaines choses. Donc, ouais, les entreprises ont des besoins de trouver des nouvelles façons de faire des choses et de les faire rapidement. Les vieilles méthodes, ben, ça va t'amener, oui, tu vas amener un produit au marché un peu trop tard. Time to market 0, ça ne veut pas dire que c'est. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans une entreprise, c'était time to market, c'était ça qu'il y avait hein, dans votre salle de conférence? dans notre salle de conférence. C'était pas cost to market, c'était pas quality to market, c'était time to market. Cette entreprise-là fait faillite. OK? Mais bon, faire une longue histoire courte, on a vraiment besoin de se réinventer notre façon de travailler. Pourquoi? Parce que les attentes des travailleurs, des clients, même de nos fournisseurs, sont en train de changer en matière de réactivité, de vitesse et de capacité à faire des choses. Et l'agilité est une façon de faire ça. Et puis, finalement, c'est pas tout qui devient technologique, c'est pas tout qui devient data, mais en quelque part, tout est disruptable et tout est devenu, effectivement, soit vulnérable, soit attaqué par justement, comment atteindre le zéro, la carboneutralité. Je ne veux pas dire une attaque comme les Russes sur l'Ukraine, mais qu'on le veuille ou non, la réglementation, c'est une attaque de la façon que toi tu fais les choses aujourd'hui. Ouais, Voyons-le comme ça et c'est des attaques que tu as pas le choix que de subir. Donc tu as pas le choix que de t'y adapter jusqu'à la prochaine vague de réglementation. C'est pas toutes les entreprises qui sont en avant de la réglementation, mais il y a des chefs de file comme ça qu'on peut retenir, qu'on peut identifier dans les différents secteurs qui sont, hey, c'est eux à regarder, c'est eux qui sont vraiment en avance sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se développer un avantage compétitif. Donc, les besoins des organisations, c'est justement comment travailler, comment faire que tout ce monde-là qui travaille avec nous, qui travaillons ensemble, pouvons accélérer un peu, hein, toujours un peu plus, hein. Donc l'amélioration continue là, c'est comment est-ce que je peux faire un petit peu plus vite ce que je faisais avant. Si je ne peux pas le faire plus vite, il faut que j'amène une autre valeur ajoutée qui est désirable par cet environnement qui se transforme. tout à fait. Hem, est-ce que tu as des exemples concrets d'organisations que tu as aidé à amener les notions d'agilité puis de certains des résultats qu'ils ont réussi à aller chercher? Alors, je vais te donner 2 exemples. Un exemple vertueux, un exemple moins vertueux. Le premier exemple vertueux, c'est le cas de quelqu'un qui avait quelques, stations-service. Quelques stations-service dans un territoire, fermé et puis dont l'environnement justement était en train une nouvelle route qui est en train de se construire et qui va modifier le passage autour à sa station-service. Donc lui, il a une concession, hein, c'est pas sa propriété, mais il vit de ça. Et bon, dès le début de la construction, il s'aperçoit que: «Oups, mes clients, je perds 5, 10, 15% de clients trimestre sur trimestre». Donc ça, c'est quand même assez peur. Donc, je me dis: «Ouais, attends, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire?» Son idée, c'est: «Je vais rajouter une fonction restaurant à ma station-service Station-service. ou à mes stations-service». Je dis: «Attends, on connaît le problème, on ne connaît pas nécessairement bien les causes. Voyons qu'est-ce que le client veut. Donc, on va prendre une perspective plutôt centrée sur le client. Donc, on va poser la question pendant quelques semaines, disons, pendant un mois. L'échantillon n'est pas très bon, hein, parce qu'il y a de la saisonnalité, il y a des gens qui passent le lundi, il y en a qui passent le week-end. Mais donnons-nous un mois pour questionner nos clients à toute heure de la journée pour leur dire ceux du matin, ceux du midi, ceux du soir, ceux du samedi, samedi matin, samedi après-midi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Quand ils viennent chez toi, pourquoi ils s'arrêtent chez toi? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Hein, qu'est-ce qui leur ferait revenir chez toi? Eh bien, puis on a laissé la question ouverte. Autrement dit, dites-moi, qu'est-ce que la première chose que vous voulez quand vous venez ici?
Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait il y avait les 2 réponses principales, c'est: «Je veux pouvoir venir n'importe quand et non pas quand vous êtes ouvert entre telle heure et telle heure», la première chose et la deuxième chose: «Je veux des toilettes propres». OK? OK. C'est les 2 choses que je veux quand je vais là. Bon, ben, on va là. Bon, bien entendu, on a fait toute on a hiérarchisé ces choses-là, mais c'est les 2 premières choses que tu écoute, dans un très court de temps, je pense qu'on peut faire la première chose, puis dans la prochaine itération, on va faire la deuxième chose, puis après ça, on va attendre, voir qu'est-ce qui se passe et on s'est aperçu qu'effectivement, le travail de construction s'est échelonné sur 2 ans, mais ça a stabilisé et ça on a vu une légère augmentation de la fréquentation de la station-service. Même si le mal était fait, il y avait des mises à pied à faire parce qu'il y avait plus assez de chiffre d'affaires, il y avait plus assez de passages. Mais, on a réussi à stabiliser la chose. Est-ce que ça s'est fait au détriment d'autres? Probablement, mais, donne l aux gens et finalement cette station-service-là, elle a fermé, mais mon client a adopté depuis ce temps-là et maintenant il gère 2 fois plus de stations-service qu'avant. Pourquoi? Parce que ses concessionnaires disent: «Hey, toi, tu as compris quelque chose. Regardons-le, par exemple, je vais te poser la question ou je pose la question aux auditeurs, regardez votre téléphone. Votre téléphone, moi, je fais des petits sondages, tu sais que j'enseigne dans des écoles de commerce, un peu partout en France et je fais toujours un peu des petits sondages justement pour faire comprendre comment ces besoins-là, nos besoins évoluent par rapport à ce qu'on achète. Quand vous achetez un téléphone, les besoins d'il y a 5 ans ne sont plus les mêmes. Mmh. Autrefois, les gens me disaient: «Je veux de la mémoire, je veux de la batterie qui dure». Maintenant, c'est même plus ça. Maintenant, je veux des pixels, je veux une qualité photo, je veux d'autres choses. Je veux la capacité, je veux un processeur rapide. Donc, on voit que cette proposition de valeur-là, le besoin est en train pourquoi? Parce que tout le reste, c'est devenu normal. La mémoire, OK, c'est correct, je paye pour une certaine quantité de mémoire. Après ça, la plupart des gens ont des systèmes cloud pour faire les mémoires, accéder à des photos, accéder à des choses comme ça. On trouve d'autres façons plus, cost effective. Je ne sais pas comment traduire ça en français, ça me vient en anglais, pour solutionner le problème. Donc ça, c'est l'exemple de mon client station-service. L'autre exemple, à contrario, c'est justement, pour solutionner un problème complexe, donc on a un métier qui se transforme dans une organisation. Ce métier se transforme, c'est un métier opération, hein, on va parler des appros. Pourquoi? Parce que, les logiciels de gestion on commence à avoir de plus en plus confiance dans leur capacité à passer des commandes répétitives de manière automatique. Sur du min-max, sur ceci, sur cela. Même maintenant d'autres mécanismes de réapprovisionnement un petit peu plus sophistiqués, comme par exemple un stock de sécurité ou des choses comme ça. La machine est capable de faire des choses de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire pour le métier, mon métier est en train de disparaître, clairement. Donc, on va vers les praticiens, vers leurs superviseurs et vers leurs clients. Pour poser la question maintenant, de quoi tu as besoin d'un approvisionneur? Qu'est-ce que et on va chercher cette information-là et on commence à la mettre dans les descriptions de tâches, à la mettre dans les programmes de formation, comment est-ce qu'on va les former à cette nouvelle façon de faire de la valeur ajoutée. Ben, oui, parce que, ben, tu vas t'occuper des problèmes de livraison partielle, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Ah, on avait tout listé ces choses. Et puis, il y avait un buy-in extraordinaire de la part de tous les participants, et puis ça s'est fait arrêter, de manière assez très simple. Pourquoi? Parce que certains membres du comité de direction ont bien senti une certaine forme de, assez curieusement, une certaine forme, je ne sais pas c'est quoi, c'est une menace ou quoi que ce soit et c'est la direction qui avait lancé le projet qui l'a laissé, entre guillemets, «s'arrêter». Donc tout ça, c'est mort, on appelle ça en politique «mort au chapitre», hein. Le projet de loi arrive mais on ne le présente pas à l'Assemblée. Effectivement, le projet de loi est arrivé à l'Assemblée, n'a pas été présenté à l'Assemblée, donc n'a pas été validé. On n'est pas allé dans cette direction-là, mais après, environ 6-8 mois, 9 mois de travail, qui avait été fait d'une manière participative, d'une manière un peu plus agile pour amener quelque chose, de correspondant aux besoins des travailleurs et des clients de ces prestataires de services. Parce qu'on est toujours prestataire de services au sein d'une OK, ouais. organisation, hein. Tu as toujours un client et un fournisseur dans la chaîne. C'est rare que toi, tu fais tout de A à Z, là. Il y a peut-être juste moi qui fais ça, là, mais je ne le fais Mais pas tout bien.
Mais ce que tu viens de dire aussi, c'est un bon parallèle. Quand on a reçu, Jean qui est venu nous parler d'intelligence artificielle, il nous disait que dans les cas où l'intelligence artificielle pouvait carrément remplacer l'humain, l'intelligence artificielle n'avance pas. En fait, Mmh. les organisations le bloquent parce on ne veut pas remplacer l'humain. Fait qu'il faut Mmh. le réfléchir de manière à Mmh. compléter ce que l'humain fait peut-être moins bien ou ce qu'il a plus le goût de faire. C'est là qu'il faut amener cette technologie-là. Fait que Mmh. ce que tu as vu, c'est un peu la même chose, c'est que ça remplaçait carrément les responsabilités des approvisionneurs vers une d'autres types de fonctions. Exact. Et donc, ce changement-là, il est massif pour des équipes qui tout d'un coup, tout ce qu'ils faisaient bien hier, demain, ils savent pas s'ils vont encore bien le faire. Dans la gestion du changement, c'est un des facteurs importants là, à discuter puis à Oui. prévoir aussi. Par exemple, je vais donner un exemple concret. La machine, elle va être très bonne pour annuler toutes les sortes de commandes, puis là, le contrat va rentrer en place, puis toute commande, accepter, enfin, il y a des termes et conditions net frais de sec, hein, même sur des produits à forte valeur ajoutée. Moi, je me souviens d'acheter des trains d'atterrissage ou des choses très sophistiquées. Je ne parle pas des moteurs d'avion, mais ça s'achète ça aussi. Maintenant, ça se loue, je pense, mais enfin bon, Ça peu se ouais, importe. ouais, ouais. Donc, grosso modo, dire d'arrêter tes commandes du jour au lendemain, c'est bien, la machine elle va être très, très capable de faire ça. Sauf que on va perdre cette discussion-là entre ouais, OK, ben ouais, mais peux-tu me livrer? Puis après ça, on va étaler les paiements. La crise de la COVID, quand tu parles de résilience, la crise de la COVID nous a fait prendre conscience que, wow, le monde qui tournait bien, qui tournait facilement, où on outsource ceci, c'est fini. Ouais. Il est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Et donc, quand on va regarder ça, ben, c'est effectivement, c'est le jugement humain dans ces relations-là, dans ceci, cela, qui va permettre de passer à travers certaines choses et qui a permis, par exemple, à Fuji de passer à travers la crise de la disparition de l'argentique et pas à Kodak, par exemple. Hein, Ouais. c'est très intéressant de regarder les choses sous cet angle-là. Donc, c'est la participation, c'est pas une fin en soi, mais en réalité, c'est aller piger dans l'intelligence collective. Tout C'est à la fait. solution pour résoudre les problèmes complexes, à l'avenir et aussi ajouter un peu de flexibilité et de réactivité et de résilience dans nos systèmes, dans nos chaînes de valeur. On a une question dans le chat et puis, sens-toi bien à l'aise de répondre là, mais la question est: est-ce que Time to Market était Nortel? Un morceau de robot pour monsieur Marquis. Effectivement, c'était ça. Bon, je Eh, veux pas donner d'exemple de cas chez non, Nortel. Enfin, bon, ça a été, traumatisant. Et une des raisons pour laquelle je m'intéresse tant à l'agilité aujourd'hui et je valorise ces approches-là, c'est un peu par suite aux échecs. Quand bon, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et ça, c'est terrible. Nous, on a tous perdu nos jobs. Certains ont réussi à passer dans les rachats par les Avaya et consorts. Mais ça reste traumatisant. Ça reste une ah, c'est sûr. expérience très, très, très moi, j'ai trouvé ça, mais enfin, on était meilleur du monde un jour, puis on était, en faillite, 5 ans après. C'est c'est, heu, c'est, heu, Ouais. c'est difficile à comprendre et puis, si on s'intéresse aux faits managériels, aux faits stratégiques, il faut trouver des réponses à ça et ça, c'en était une. Oui, oui, le time to market, c'était mortel, oui, tout à fait. Jean-François, il nous reste 2 questions, puis la prochaine, je pense qu'on pourrait s'étaler, toi et moi, amplement sur cette question-là, mais c'est quoi le lien que tu vois entre l'agilité et l'excellence opérationnelle? Ben, écoute, je suis content on aurait peut-être pu faire tout le podcast live là-dessus, mais Oui, les effectivement. 2 c'est la même chose. Ça a la même racine. La racine s'appelle pour moi, après ça, je dis pas j'ai pas la mais je continue à chercher, la racine, c'est Deming. Oui, C'est lui qui avait compris et Deming, lui, il avait compris quelque chose de son prof qui s'appelait Shewhart. oui. Et donc, je vous encourage, même la page Wikipédia sur Deming, lisez sur Deming. C'est drôle, je commence à sonner comme mon vieux prof de stratégie. Lisez les anciens. Non, sérieux, parce que là, Les fondations. il y a même Arnaud Tonley qui m'envoie un truc, il dit: «Ben alors, tu regardes tout» on parle de Fayol qui est un contemporain de Taylor, hein, Organisation scientifique du travail. Fayol avait très bien compris et ces penseurs-là avaient très bien compris que sans l'humain, oublie ça. Ta C'est ça. chaîne de production, même si tu sépares le design de l'exécution ou le management des opérations,
si tu n'as pas de lien de communication fluide et efficace entre les 2 fonctions, appelons-les comme ça ne marchera pas. Ils le Non. disent et c'est drôle comme quoi il y a certaines choses qui sont dans leur rule book qui ont été comme oubliées. Je trouve ça Oublier, très étrange. Oui, oubliées mais en ou fait, carrément ou mises de côté, hein. Je ne suis pas vicieux, oui, je suis pas moi je pense pas que, on va faire ça par exprès. Non, non, je pense ça a pas. juste été oublié dans la course au profit, dans la course à rester numéro un. Starbucks, dans le cas Starbucks, dans la course à ouvrir 10 000 ou 20 000 outlets, on a oublié des choses. Pourquoi? Ben, c'est à la fois, paradoxalement, on dit qu'il faut être aligné sur une stratégie, mais en même temps, cet alignement peut nous faire perdre de vue certaines choses. Et ça, je pense que c'est la complexité du management au 21e siècle qui nous, quand on le voit, là, qu'il faut rajouter de l'humain dans tout ça, on s'en aperçoit. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais tu ne sais pas comment elle a été élevée, cette intelligence artificielle. Mais en fait, c'est Ma métaphore, c'est de dire, c'est comme aller dans un restaurant, commander le plat numéro 132, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu ne sais pas comment ça a été cuisiné, tu ne sais pas d'où viennent les ingrédients, tu ne sais rien. Je ne suis pas sûr que n'importe qui ferait ça, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de transparence sur les sources de ce que permet à ces logiciels-là de produire ces réponses-là. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tout le concept de l'industrie 5.0, on a ramené l'humain au centre de tout. Mmh. Fait qu'on s'est rendu compte, en fait, il y a, Thibault, qui a fait partie du podcast aussi, qui se spécialise en innovation et en industrie 5.0, m'expliquait que le 5.0, en fait, c'est une correction du 4.0 parce que on continue à penser que la technologie, l'automatisation et tout ça, elle est nécessaire dans les organisations, Bien mais sûr, pour bien sûr. appuyer le travail de l'humain, on a ramené l'humain au centre des préoccupations de l'organisation parce que de toute manière, sans humain, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de clients, il y a rien de ce qu'on fait dans nos organisations. Ça n'existe pas Exact, qu'il n'y a pas d'humain qui achète. exact. Donc, l'humain est redevenu au centre des préoccupations, autant au niveau des employés, où ce que là, on commence à parler de créer une proposition de valeur employé et non pas juste une proposition de valeur client. Oui, Mais ça aussi, ça s'apprend et ça se développe autant avec l'excellence opérationnelle qu'avec la méthode agile. Je trouvais drôle ta réaction parce qu'étant donné que nous, ça fait quelques années qu'on échange sur les sujets, oui. ça fait longtemps qu'on s'est comme entendu pour dire que ce qu'on considère aujourd'hui l'agilité, qu'est-ce qu'on considère étant le lean, en fait, c'est un peu la même chose, C'est c'est la basé même sur chose. les mêmes principes. C'est pas un peu, c'est la même chose. Ouais, je me laissais une petite un Ah, petit maintenant, jeu de moi, je vais même plus loin. ah C'est la oui, même c'est la affaire. même Ah oui, chose? oui. OK, Ah, je prêche comme ça maintenant. Je dis: «Non, non, OK, arrêtez de fendre les cheveux en quatre.» Oui, oui, c'est c'est la la même même chose. racine, c'est, le même esprit, c'est la même, entre guillemets, «croyance fondamentale» Oui, qu'on a besoin de tous et qu'on va résoudre ces problèmes-là petit à petit. Tu ne passeras pas de 0 à 100 overnight. C'est pas vrai. Ce exact. n'est pas vrai. Le principe des Définissons des petites marches. incréments. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se décourager non plus, parce que sans ça, regardez le cimetière des projets abandonnés ou échoués dans vos organisations. Il y en a. Moi, Oui. hein, c'est Nyberg, dans son vidéo Spotify Engineering Culture, dit il y a un fail wall. Hein? Créez votre cimetière des projets abandonnés ou échoués. Mais si on n'apprend pas de ces échecs-là, c'est juste failure for failure's sake, hein? Donc, Mais on est apprenant. si on n'apprenait pas de ces échecs-là, on n'aurait pas ça aujourd'hui. Ah non, non, On non, n'aurait non, pas de il y a plein de post-it trucs qu'on n'aurait aujourd'hui. pas. Ah bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça. Mais, Écoute, Jean-François, comme une organisation qui décide de dire: «OK, non, moi, tu sais, je réalise que le monde VUCA, il est là, qu'il va rester. Qu'est-ce que je peux faire comme équipe de dirigeants pour intégrer l'agilité dans ma culture organisationnelle?» Qu'est-ce que tu leur recommandes? première chose, est-ce que c'est nécessaire? Clairement, hein, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est nécessaire d'inclure ça dans, l'agilité en tant que telle, hein? Au sens Deming, Shewhart, comme on dit, Lean, Kaizen, Six Sigma, Scrum, Extreme Programming, enfin, appelle-le comme tu veux, peu importe la variante de la thématique. Alors, bien sûr, c'est, jusqu'à un certain point, nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est en réalité les principes sous-jacents. Le principe sous-jacent, c'est une forme de leadership inversé, hein. C'est une forme de quand je suis patron, ma job, c'est pas nécessairement de dire quoi faire, comment faire, quand le faire.
c'est peut-être plus ça. C'est peut-être plus ça. C'est peut-être plutôt comment est-ce que je peux t'aider à faire ce que tu as à faire? Comment est-ce que je peux me rendre, moi, redundant? Hein, Ouais, c'est le principe du, leader, servant ou de c'est ça. C'est du servant servant, leadership. donc du servant leadership. Donc, c'est ce qui se cache derrière ça. Donc, ce changement de paradigme-là est un paradigme qui peut être douloureux pour certaines personnes, peut être mal accepté par beaucoup de gens parce que moi, c'est normal, je me suis rendu là dans une organisation, j'ai une très haute opinion de moi-même et ça, en quelque sorte, c'est sain. Après ça, il faut se rendre compte de nos limites. Daniel Trudel me disait dans un de mes podcasts, What got you here won't get you there. Ben, c'est Ouais, pas juste vrai au niveau de toi quand tu convoites des responsabilités ou un poste, c'est vrai aussi pour l'organisation. absolument. L'organisation, tel produit t'a permis de faire ça. Écoute, Nortel, ouais, Motorola, Nokia, sont Kodak. toutes ce sont toutes Kodak. Alors là, Kodak, effectivement. Donc, what got you here won't get you there. C'est pas toi qui les as, ces compétences-là. Elles sont ailleurs. Donc, à un moment donné, tu dois pivoter. Et moi, je l'ai remarqué chez toutes les personnes qui, pour moi, ont été des grands patrons, des grands leaders avec lesquels j'ai travaillé. Ce sont des gens qui, d'abord et avant tout, savaient s'entourer. Je suis plus la personne qui a toutes les réponses. Je suis celui qui amène le talent et une diversité de talents à la table, à l'équipe, à peu importe l'échelle. D'accord? Et ça, c'est la première chose, première question. Ensuite, comme je viens de dire, c'est un gros changement, donc on fait du change. On fait du change management, on fait de l'accompagnement du changement. Oui, les choses vont changer et là, c'est pas, des ouvriers qu'on outsource, c'est pas des réductions non, là, c'est notre couche qui se transforme et là, ça fait un peu plus mal. Hein, c'est toujours on peut avoir la pitié pour les quand c'est les autres qui perdent leur job, quand c'est toi qui la perds, c'est toujours un peu plus compliqué, là. Mais là, effectivement, donc il y a un changement de paradigme à vivre, à faire et à intégrer. En même temps, on voit bien qu'on a comme société ici en France, au Québec, un peu partout de persévérance scolaire, pour utiliser les termes québécois. On commence à s'y confronter ici, en France, mais on le voit bien que c'est pas tout le monde qui va faire des doctorats, puis va faire des maîtrises, puis ci et ça, mais tout le monde est intelligent, tout le monde est créatif, tout le monde a des degrés divers. Donc, comment est-ce qu'on va cultiver ça? Comment est-ce qu'on va permettre aux gens de s'épanouir, même dans des Mmh. métiers, entre guillemets, dits peu ou pas intéressants? Ces nouvelles formes d'organisation-là, que ce soit dans une épicerie, que ce soit avec l'arrivée des caisses automatiques, comment est-ce qu'on va transformer le rôle? Comment est-ce qu'on va regarder ça? Une façon de voir un peu ce rôle-là se transformer, c'est quoi? C'est regarder le fameux vidéo Amazon Go, hein, les magasins sans caissier. Tu vois? Ouais, Regarde ce que les employés font. C'est ça qui est intéressant. Même si Amazon Go, c'est fini, c'est une ça a pas expérience qui duré n'a pas été. longtemps, ouais. Non, mais encore une Il y a un fois, apprentissage. c'est un beau fail wall chez Amazon, mais je suis certain qu'ils ont appris énormément de choses de ça. Et c'est des expériences à travers lesquelles on doit passer, qui sont parfois même difficiles, mais comme Ouais. organisation, on a des leçons à prendre. Certaines se prennent bien, d'autres se prennent plus difficilement. Donc, la leçon de l'agilité, donc de la participation, et même parfois de laisser l'équipe prendre certaines décisions assez importantes, c'est tout un changement de paradigme et donc il faut les accompagner. Deuxième chose, c'est un changement de culture, donc c'est long. Ça va prendre du temps, ça ne se fera pas overnight. Ce n'est pas un truc en un trimestre, deux trimestres, c'est fait. Non, regardez ça sur 2 ou 3 ou 4 ans. Hein, regardez-le sur une période plus longue. Donc, autrement dit, oui, il va falloir augmenter cette question de participation, cette question-là d'inclusivité, diversité dans la prise de décision. Ça va prendre du temps. Et puis, et aussi, il n'y a pas une personne que tu peux embaucher qui va te dire comment faire ça. Ça n'existe pas. C'est Mmh. dommage, mais il n'y a pas de recette facile. C'est pas just add water, c'est pas un craft dinner à faire, là. C'est plus près d'un plat, d'un grand cuisinier, sur le choix des ingrédients, sur les sources, enfin tout ça, il y a pas que des inconvénients à vivre à Paris, tu découvres d'autres choses aussi qui sont absolument passionnantes. Donc c'est long, intégrer ça, ça commence, entre guillemets, ça commence par en haut et il y a des gens qui savent très bien le faire. Ça se questionne aussi.
Mais effectivement, il y a des gens qui ont eu beaucoup de succès avec certaines méthodes de management qui vont être confrontés à leurs limites et qui comprendront pas tout de suite. Pourquoi? Ben oui, parce que c'est plus toi qui as toutes les réponses, c'est le collectif qui les a. Et puis, comment est-ce qu'on permet à ce collectif-là de créer et de produire de la valeur? Et ça, c'est la question du 21e siècle. Ben, écoute, Jean-François, moi, ce que je retiens quelques éléments, puis j'en retiens plus que qu'est-ce que je mentionne normalement. Mais je retiens que l'agilité permet de s'adapter rapidement à tous les changements que l'on vit dans les organisations. Oui, L'agilité nous permet aussi de bâtir notre intelligence collective, que si le terme n'est pas encore vraiment déployé au Québec, moi, je vais commencer à l'utiliser parce qu'il reflète très bien ce dont toi et moi, on parle chacun de notre côté, mais exact. on peut bâtir l'intelligence collective, on peut cultiver aussi l'apprentissage et le goût d'apprentissage dans les organisations parce que plus Oui. on apprend, plus on a le goût de continuer à en apprendre plus. Euh, le rôle du leadership n'est plus de donner les directives, mais bien de s'assurer que le talent, il est présent pour permettre aux équipes Ah, alors pas juste le talent, excuse-moi, le talent, les ressources, le temps, les moyens, enfin, l'environnement, et puis même, je vais te dire, l'ensemble de l'œuvre finalement. la culture aussi, ça vient du leadership. Donc, il y a encore des choses qui sont impulsées par le haut, mais c'est pas nécessairement les choses qui l'étaient il y a 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Ouais, En fait, je excuse-moi. pense que le rôle du leadership, c'est de s'assurer que l'écosystème permet cette croissance-là pour que les employés, les équipes aient le droit de décider, de se tromper et Mhm. d'apprendre de tout ce qu'ils vont tester comme différents systèmes, même s'il y a des Oui, choses qui se ramassent sur le fail wall, comme tu dis, sans ça, on ne pourra pas apprendre. Donc, oui, l'inconfort est un peu nécessaire. Il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir se développer. Donc, c'est ça que je retiens. oui. Mais tu as parlé aussi en dernier, tu as mentionné que ce n'est plus tout dans la tête du leader de l'organisation de faire avancer. Et au Québec, en tout cas, on commence à en parler beaucoup dans les derniers mois où on parle beaucoup de la santé mentale des entrepreneurs. Le fait Mhm. que les entrepreneurs sont fatigués, qui ont beaucoup de poids sur les épaules, d'adopter ou de commencer à adopter la méthode agile ou l'excellence opérationnelle dans les organisations vont aider à diffuser au sein de toute l'organisation le poids que le gestionnaire a en ce moment tout seul sur ses épaules. Parce que Oui. c'est pas vrai qu'on a la réponse à tout. Comme tu l'as dit, on en savait beaucoup avant, mais maintenant, ça va tellement vite qu'on peut pas être expert dans tout. Donc, cette culture d'agilité, d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle va permettre de diffuser non seulement la connaissance au sein de l'organisation, mais va permettre d'aller chercher des personnes qui vont pouvoir appuyer dans les prises de décision stratégiques sur les différents éléments qui aujourd'hui font partie de l'organisation. Oui, et les outils le plus important, je veux juste plugger une chose, je veux plugger Alban Peleshko et Yoga sur ce podcast live, parce que lui a développé une solution de partage et de capitalisation de connaissances qui est extraordinaire, mais qui se fera pas non plus facilement. Pourquoi? Parce que ben, quand moi je quitte une entreprise, je pars avec mes connaissances, j'ai pas nécessairement envie de les laisser derrière moi. Mais en quelque part, on a besoin de cette cross-pollination, hein, de ce partage Oui, de connaissances dans l'organisation et d'outils pour faciliter ce partage de connaissances-là. C'est pas SAP qui va le faire, c'est pas nécessairement l'intranet qui va le faire. Il va falloir développer des nouveaux outils pour faire ça, pour justement aller chercher cette implication-là, ce désir d'implication-là des uns et des autres. C'est pas nécessairement tout le monde, mais ceux qui veulent, on va trouver des outils là, et puis les autres, ils vont y venir. Que tout à tu le fait. veuilles ou non, c'est intéressant. Bien, Jean-François, je vais t'encourager, si tu veux bien, retourner dans le chat après. Sur Oui. LinkedIn, dans le chat, tu peux. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait d'autres informations qu'il pourrait utiliser pour se documenter ou en apprendre plus sur l'agilité. Si tu as des sources que tu peux partager. Et la dernière publicité que tu viens de faire de la personne qui a développé la plateforme, si tu veux mettre le lien pour le contacter ou la page web sur le chat, je pense que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Ouais, ouais, c'est ma dernière révélation, hein, donc moi, j'ai fait ma conversion agile il y a une douzaine d'années et là, je me suis converti au knowledge management, à comment est-ce qu'on capitalise et partage, hein, l'information. On a tous les outils maintenant pour faire ça, c'est extraordinaire. Donc oui, je vais prendre quelques instants pour faire ça avec grand plaisir, Véronica. Merci de m'avoir Parfait. invité. Merci à toutes et à tous. Bravo à vous de passer une heure pour écouter des gens comme ça parler de ce qu'ils pensent. Mais c'est comme ça qu'on va trouver des idées pour On- s'améliorer. Jean-François, on est en train de bâtir de l'intelligence collective. Mhm.
Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Moi, j'ai un grand plaisir à avoir fait avec ça avec toi aujourd'hui parce qu'on est revenu aux sources et j'ai retrouvé le professeur Nantel. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Je vous laisse avec le petit vidéo de la fin et l'introduction de notre prochain invité qui, en fait, est une belle suite parce que le mois prochain, on va parler avec Éric Lheureux qui était notre comparse de balado. Alors, je vous laisse sur la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.